Tu parles de communauté, mais on parle pas de on parle de communauté nationale, on parle pas de communauté interne dans une nation. On parle de mais communauté pourquoi nationale. Tu peux pas nier les identités? Communauté. Mais non, mais une communauté n'est pas forcément les... Est-ce que c'est pas beau d'être tous sous la même identité, l'identité française? J'ai voté Mélenchon au premier tour. Je le trouve carré, rationnel. Et ensuite... De quoi? On est tous Ah, arrivés. je le sens, les crocs sont sortis. Je vais voter Macron au deuxième tour. Il me fait un peu horreur, mais moins que Marine Le Pen. Moi, je m'appelle Margot Taillefer, j'ai 22 ans. J'ai voté Éric Zemmour au premier tour. Et là, au second tour, je voterai Marine Le Pen parce qu'on partage finalement la même vision de la France. Moi, je m'appelle Paul Fourgousse, j'ai 28 ans, j'ai grandi à Elancourt, qui est une ville qui est juste à côté de Trappes. Au premier tour, j'ai voté Valérie Pécresse. Au second tour, moi, je voterai blanc. Moi, j'ai 28 ans, je m'appelle Étienne. J'ai fait un parcours assez classique, école de commerce, je travaillais dans des boîtes américaines, donc Google, Facebook. Aujourd'hui, j'ai créé une entreprise dans le marketing digital. J'ai voté Macron au premier tour. J'ai voté Macron au deuxième tour. J'aurais jamais pu voter pour Emmanuel Macron parce que moi, quand on dit qu'il n'y a pas d'identité française, qu'il n'y a pas de culture française, c'est pas du tout quelque chose que je partage. Moi, le vote a été assez instinctif. Alors, il est probablement influencé par mon job. Je pense que la France aujourd'hui, à l'échelle internationale, à l'échelle européenne, elle shine, elle est mise en lumière. Ouais, c'est anglicisme et tout, c'est parfait. Elle est mise en lumière, notamment grâce à des politiques comme celle de Macron. Et on shine. Pourquoi pas Marine Le Pen? Parce que son programme économique, je le trouve pas assez ambitieux. Macron, surtout pas, parce qu'il a refusé de rendre des comptes. Je pense que c'est lui qui a refusé le débat avant le premier tour. C'est lui qui a diabolisé des candidates comme M. Zemmour ou Mme Le Pen. Et c'est lui donc, qui a empêché la population de débattre comme on le fait aujourd'hui. Je ne lui pardonnerai jamais d'avoir fait ça. Pour moi, c'est le nini. Mon bulletin ferait aussi mal de tomber dans l'urne d'un côté que de l'autre. Je pense que j'ai peur de Marine Le Pen. J'avoue, c'est une émotion en fait. Il y a de l'émotion, mais il y a aussi des faits, il y a aussi parce que j'ai peur que le pays se renferme sur lui-même, j'ai peur que l'islam se fasse complètement diaboliser, j'ai peur que le pays soit divisé en fait. Moi, j'ai l'impression que dans l'extrême droite, chez Marine Le Pen, il y a beaucoup de peur en fait. Qui subit l'insécurité de l'immigration? Moi, par exemple. Concrètement? Concrètement, quand je prends les transports en commun, je me fais suivre. Tu te fais suivre par des immigrés? Comment tu sais que c'est des immigrés? Je pense que c'est des gens qui n'expliquent. Excellent point. Ah non, mais là, si tu crois qu'ils me bloquent là-dessus. Peut-être que tu te fais agresser par des Français d'origine maghrébine. Les statistiques me donnent raison, c'est-à-dire que dans les transports en commun, plus de 60% des agressions sexuelles sont commises par des personnes d'origine étrangère. Ce sont des chiffres officiels. Moi, j'ai plein d'amis qui ont choisi leur logement en fonction du quartier, s'il était populaire ou pas, parce qu'elles n'avaient pas envie. Enfin, il y a des moments où ils ne pouvaient pas sortir du ciel après 23 heures. La cause de ça, c'est pas l'immigration, c'est les conditions des banlieues, c'est des questions beaucoup plus sociales. C'est pas l'argent. Je regardais un sondage en Afghanistan. En Afghanistan, il y a 85% des hommes qui sont pour la lapidation en cas d'adultère. Quand le mec il vit en France, vous vous attendez à ce qu'il ait une culture qui soit complètement différente, qui regarde les femmes de la même façon que vous, qui regarde les homosexuels de la même façon que vous. Et est-ce que vous comptez leur faire un lavage de cerveau pour qu'ils deviennent différents parce que vous les acceptez pas comme ils sont, ou alors on les prend comme ils sont et du coup avec les conséquences qu'on connaît? Quelle est votre solution? Non, mais je pense que c'est un sujet qui est très épineux en effet, qu'il y a eu des décisions historiques. C'est pas un sujet, c'est une réalité en fait. J'ai l'impression qu'on va parler direct entre immigration et sécurité. C'est pas forcément deux sujets qui sont liés. Enfin, statistiquement, si. Est-ce que vous savez combien il y a de pourcentage d'étrangers en France? ça dépend qu'est-ce que tu définis. Pécresse. 7,7%. C'est quoi ce que tu définis? C'est ça? Ouais. Ils sont trop chauds. Étrangers, c'est celui qui n'a pas la nationalité française, tout simplement. Donc 7% d'étrangers en France. Est-ce que vous savez combien ils sont dans les prisons françaises? Oui, je m'en 30%, non? 20%? Ils sont 25% dans les prisons françaises. C'est juste énorme. Et c'est pour ça que Zemmour proposait et que Marine Le Pen propose aujourd'hui, et c'est aussi pour ça que je la défends, l'expulsion des délinquants et criminels étrangers. Et tu les mets où? Ah, mais dans leur pays d'origine. Dans des pays où potentiellement la peine de mort est autorisée? Tu les drops en avion et on voit ce qui se passe? Mais en fait, si tu veux, l'impunité ne doit pas exister. Tu t'occupes plus de leur sort en fait. Ah non, mais c'est pas ça. Mais moi, C'est votre sœur, c'est leur sœur qui vous intéresse plus ou le sœur des Français ou des Françaises qui sont dans les transports parisiens? Exactement. C'est pas binaire, c'est pas un choix binaire, c'est pas nous ou les autres en fait. Tu parles de dialogue, on n'est pas du tout dans le dialogue en fait, là on est dans l'extrême inverse en fait. Tu parlais d'exemple perso. Ma mère, elle est arrivée il y a 35 ans en France, elle était immigrée. Elle s'est mariée avec mon père,
Et elle a eu, grâce à la loi française qui est bien faite et aux partis politiques qui étaient en place à l'époque, la chance, la possibilité de s'intégrer. Je suis né de ce mariage mixte et aujourd'hui, je suis un citoyen français qui crée de l'emploi. Ce qui s'est passé avec ma mère, qui est une histoire personnelle, ça n'aurait pas pu se passer dans le paradigme de Marine Le Pen. Elle veut enlever plein de choses. On vit dans un pays où en fait c'est comme ça. Il n'y a pas juste une frontière physique qui arrête le tout. Derrière, on ne vit pas en autarcie, quoi. C'est pas autarcie, c'est juste de se dire que la France, c'est quelque chose. Ça représente quelque chose. Est-ce que c'est pas un peu... D'accord, mais est-ce que c'est pas un peu de frontières et de murs, ça commence à faire peur aux gens. La France, c'est quelque chose, c'est un territoire, c'est une géographie, c'est une identité, c'est une histoire, c'est tout ça. Est-ce que c'est antithétique avec... Oui, d'ailleurs, on peut en parler. Les Américains aussi, ils vivent en autarcie. Ils ont des politiques migratoires qui sont très sévères. Moi, j'ai vécu 4 ans aux États-Unis et j'ai vu les dégâts du progressisme et du wokisme. Donc, inclusif, c'est le truc le moins inclusif qui existe, la cancel culture, tout ça. Macron, il a quand même dit j'accepte pas le dossier Borloo sur les banlieues parce que vous comprendrez que c'est pas à deux mâles blancs de faire un dossier sur les banlieues. Moi, toute cette idéologie où on doit juger par la race, et c'est Macron le premier président à avoir la race, le sexe. Vous imaginez dire à quelqu'un j'accepte pas ton travail parce que tu es blanc? Mais c'est pas ça, c'est avoir conscience des privilèges du sexe et des races. C'est plus comme ça, c'est plus comme ça qu'il faut le prendre. Tu vois? Tu regardes qu'il y a 2 hommes blancs qui ont fait le dossier, tu te rends compte que qu'il n'y a pas d'autres minorités qui ont eu accès. Tu dis, t'imagines si on disait à l'inverse, si c'est 2 hommes noirs qui font le dossier, là on t'accuserait de tous les grands. C'est pas la même situation. Les personnes noires, elles sont racisées et les femmes, elles sont sexisées. Ah voilà, donc les personnes noires sont des personnes racisées, les femmes sont des personnes. Mais oui, tu jouis d'un privilège en tant que blanche. Moi je parle avec toi parce que j'espère que tu ne me considères pas juste comme une femme. Moi je suis un individu qui vient face à toi avec un esprit, avec une réflexion, tu vois, avec. Ouais, je vois ce que tu veux dire, d'accord. Et moi, je trouve qu'au contraire, c'est de faire un grand pas en arrière que de considérer les gens et de leur parler en fonction de leur race, de leur couleur de peau et de les ramener à ça, finalement. Je pense que ce qui se passe aux US, le fait qu'on tolère d'avoir justement... Toi, t'es pas forcément d'accord avec ça, mais il y a quand même des initiatives de discrimination positive, typiquement Women in Tech, ce genre de choses. Typiquement, les Asiatiques à Harvard qui ont plus de mal à rentrer parce qu'il y a trop d'Asiatiques à Harvard. Parce que la structure actuelle ne permet pas de faire autrement, donc il y a un moment, il faut aussi donner une impulsion au bon endroit, et c'est pas forcément... Pourquoi la structure actuelle ne permet pas de faire autrement? Ça veut dire qu'aujourd'hui... Tout le monde a accès à l'école, tout le monde a accès, tu vois, à l'école républicaine, on a tous les mêmes... Enfin, alors oui, certes, on a tous des milieux peut-être très différents, etc., mais on a quand même tous aujourd'hui accès à l'école. J'ai travaillé chez Google pendant pas mal d'années, qui est une entreprise américaine, qui pour le coup, je pense, est assez précurseur sur toutes ces discussions et justement rétablir de l'égalité et de l'équité entre les différents... Ça dépend pour qui. Moi, je trouve que leur politique culturelle et interne est un terreau qui est fertile justement pour des personnes qui se sentent opprimées dans leur vie du quotidien. Je m'explique. Il y a des personnes qui sont, en fait, ce qu'ils font, ils œuvrent en interne pour justement te faire des formations, des programmes justement pour enlever tous les biais cognitifs que tu peux avoir. Et ça sert en fait des communautés qui aujourd'hui sont pas forcément acceptées dans d'autres boîtes. Par exemple, mais regarde, tu parles de communauté, mais on parle de communauté nationale, on parle pas de communauté interne dans une nation. On parle de mais pourquoi tu peux pas nier les identités? Communauté. Mais non, mais une communauté n'est pas forcément les... Est-ce que c'est pas beau d'être tous sous la même identité, l'identité française? Et bien sûr, mais en dessous. Il me semble que vous êtes très polarisé sur une communauté. C'est justement, non, mais c'est justement la richesse de la France. Il y a les Antilles, il y a la Réunion, il y a plein d'identités qui font que c'est très très riche justement. Mais ça n'empêche pas que tu peux être français et que tu peux être musulman, que tu peux être breton. C'est un peu insinué. Je suis béarnaise, tu vois, je vis très bien ma double. Voilà, donc t'as plein d'identités. Mais il faut te définir comme français avant d'être n'importe quoi. C'est quand même magique de donner la possibilité à un immigré qui est arrivé en France il y a 2 ans de se considérer comme français, de faire de sienne l'histoire de France. C'est magnifique quand même lui donner cette chance. Marine Le Pen, elle a dit plusieurs choses. Elle a dit qu'elle veut renforcer, pour le coup, à l'inverse, les relations avec Vladimir Poutine. C'est écrit avec la Russie. Du coup, si elle fait ça, qu'est-ce qui se passe? C'est pas l'Union européenne. Justement, c'est l'inverse. C'est l'antithèse de l'Union européenne, la Russie. Mais encore heureux qu'il faut dialoguer avec Vladimir Poutine. Tu as dit, la Russie, c'est l'antithèse de l'UE. Et je suis content d'avoir apporté une petite note parce que j'ai une phrase qui est absolument géniale. C'est perturbant, il est trop préparé. Et notamment pour Macron. Juste un petit récapitulatif chronologique de ce qu'a fait Macron pendant son mandat. Tu votes blanc? Mais justement, je me retrouve à défendre
ma voisine Margot, parce que je trouve que justement, il y a beaucoup d'hypocrisie qui sort de votre camp, et c'est ce que j'ai dénoncé au début. La diabolisation. Mais attends. Donc, mai 2017, Macron accueille Poutine à Versailles. Décembre 2018, Macron organise une rencontre avec Poutine au G20 à Buenos Aires. Août 2019, assis aux côtés de Vladimir Poutine au fort présidentiel de Brégançon, Macron lance son dialogue stratégique avec Moscou en déclarant « Parce qu'elle est européenne, la Russie a toute sa place dans l'Europe, des valeurs à laquelle nous croyons ». Est-ce que c'est ça l'antithèse de l'Union européenne? Mais là où Et j'ai pas parlé des armes françaises qu'on a vendues à la Russie jusqu'en 2020. Je vais juste répondre à ce que tu dis, et je pense que dialoguer, c'est une chose. Faire pactiser avec Poutine, c'en est une autre. Quel pacte? Extrait du livre Défense de Marine Le Pen, page 10. Parallèlement et sans crainte des sanctions américaines, il sera recherché une alliance avec la Russie sur certains sujets de fond, la sécurité européenne qui ne peut exister sans elle. La convergence dans le traitement des grands dossiers régionaux impactant la France, Méditerranée orientale, Afrique du Nord et centrale, Golfe, Proche-Orient et Asie notamment. Noir sur blanc, c'est écrit. Je me permets de répondre, mais ce que je t'ai cité tout à l'heure sur Macron, quand il voulait un grand projet stratégique avec la Russie, moi je vois pas vraiment la différence entre ce que tu es en train de me citer là et le grand projet stratégique qu'ils veulent avec la Russie. Ils veulent tous les deux un rapprochement avec la Russie, donc pas tout de suite évidemment pour des raisons qu'on n'a même pas besoin de citer, mais dans le futur, tu peux pas faire, c'est comme avec la Chine. La Chine, ils ont quand même pas le gouvernement le plus démocratique au monde. Pourtant, on est copains comme cochons avec eux d'un point de vue économique parce qu'on a besoin d'eux. Et la Russie, d'un point de vue énergie, je vous ai cité tout à l'heure, mais même la France importe 100% de son métal. On est extrêmement dépendant de la Russie. On a aussi besoin d'eux. À part si tu veux que tout le monde paye son caddie 2 fois plus cher. Donc on est obligé dans un monde, et c'est comme nous. Aujourd'hui, on est en désaccord, mais on discute ensemble, on travaille ensemble. Et voilà, malgré nos désaccords. Il y a quand même une différence fondamentale entre il y a quelques années et aujourd'hui. Là, Poutine, c'est aux yeux de la Terre entière un chef de guerre. Personne n'a envie de faire de business avec lui et personne n'a intérêt à le faire en fait. Donc ce que tu dis est vrai dans un paradigme où en fait, Poutine, on n'en a pas peur et on est plus ou moins OK sur sa politique étrangère. Aujourd'hui, ce qu'il fait, c'est qu'il envahit un pays qui est à 2000 km de chez nous. Alors, juste dans son bouquin, elle cite Poutine ou elle cite la Russie? Elle cite la Russie. Mais la Russie aujourd'hui, c'est Poutine. Voilà, mais on est d'accord qu'il faut bien différencier la Russie de Poutine. Poutine, on est d'accord qu'il a dépassé les bornes, plus personne ne veut bosser avec Poutine et pour de très bonnes raisons. En revanche, la Russie, elle restera là toute notre vie. Mettons en place des mesures où ayons un programme qui va dans ce sens-là, pas dans le sens inverse en fait. Si en fait la France se ressente, et là où je suis d'accord avec toi, si la France se ressente sur elle-même, elle va être dépendante de quelle force étrangère? Non mais je reviens sur un truc, tu vois, je pense qu'en fait là l'enjeu c'est aussi on parle beaucoup des relations internationales entre chefs de l'État français, donc Le Pen, Macron et Poutine, mais je pense qu'on oublie vraiment de parler du peuple français qui sont finalement qui est finalement la première victime en fait des accords qui sont passés entre les États. Et il ne faut pas oublier quand même que les Français, eux à la fin du mois ils payent leur facture d'électricité et c'est eux en fait qui pâtissent finalement de tous ces engagements qui sont pris à la tête de l'État. Et donc je pense que Marine Le Pen, si elle veut engager des négociations et des dialogues avec Vladimir Poutine, c'est justement pour que le peuple français ne soit pas la victime de collatéral, si tu veux. Je pense que c'est vraiment le peuple français qui est vraiment au cœur de cet enjeu. Le déficit estimé du programme de Marine Le Pen versus celui d'Emmanuel Macron. Le programme de Marine Le Pen il est estimé à moins 100 milliards. Son programme économique, je le trouve pas assez ambitieux. C'est-à-dire que donc, fiscalement, c'est pas mal parce qu'elle est plus sur la défiscalisation que sur des cadeaux gratos, des chèques, machin. Donc ça, c'est pour ça que je ne la compare pas non plus au socialisme. Mais après, voilà, elle parle pas, par exemple, de la retraite, elle parle pas de la diminution du nombre de fonctionnaires. Ce que je trouve un peu bas, c'est qu'en fait, on promet énormément de choses. Je te disais tout à l'heure, il n'y a pas d'impôt pour les moins de 30 ans, le fait que les entrepreneurs, je le vois, je sais ce que ça coûte, alors, je sais ce que ça coûte à l'État de baisser les impôts sur les cotisations sociales, les impôts sur société, pour que ça fasse du bien au peuple. Sauf que derrière, en fait, il y a quand même une réalité, c'est qu'à la fin du quinquennat, si Marine Le Pen passe, il y aura quand même une facture à payer. Et du coup, c'est qui la paye? Le quoi qu'il en coûte, ça n'existe plus, ça? Ça me fait marrer d'entendre un macroniste qui dit à la fin, il y a une facture à payer, sachant qu'il n'y a pas un président qui a endetté la France autant que Macron. Dans ce super bilan de Macron, dans son programme, donc il a prévu de faire des économies. Il a prévu de faire 15 milliards dus aux réformes de modernisation des process de l'administration. Il a prévu de faire 30... Alors là, c'est le pompon. Il a prévu de faire 30 milliards d'économies grâce au chômage à 5% et le retour de la croissance. C'est beau, 30 milliards. Est-ce qu'on est tous conscients de ce qui arrive? Grâce au chômage à 5% et au retour de la croissance.
Est-ce qu'on est vraiment... Le chômage qui, on le rappelle, a baissé depuis 2017 et au plus bas qu'il n'ait pas été en 1980. Mais à quel coût? Mais non, juste... Bah non, mais chômage... c'est des hypothèses qui se tiennent, mathématiquement. Il n'y a pas de... Est-ce qu'on croit vraiment Non, mais juste, il a prévu 30 milliards là-dessus. Hein. Marine Le Pen, elle n'a pas dit j'ai 100 milliards d'économies parce que j'ai 0% de chômage. C'est un peu de la spéculation. Quand on voit les 5 années qui se profilent devant nous, est-ce qu'on pense vraiment qu'on va avoir une économie prospère et un chômage à 5%? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que quelqu'un l'a dit ça? Je ne crois pas. C'est complètement irréaliste et c'est pour ça qu'on lui lance des fleurs en lui disant il est super bien financé. Mais j'ai pas dit que son bilan était à l'équilibre. L'Institut Montaigne, ils l'ont estimé à moins 44 milliards. Aux yeux de tout le monde, Macron, c'est le banquier qui s'y connaît en économie. Je trouve que c'était une catastrophe. On a plus de 700 milliards de dettes juste sous Macron, donc on va nous dire c'est le Covid. Mais jusqu'à 2019, on voyait quand même que c'était une catastrophe. On a un déficit budgétaire, un déficit commercial record de France, 87 milliards. Ça va passer à 100 milliards l'année prochaine. C'est du jamais vu. Donc, la crise du Covid, elle est pour tout le monde. Pourquoi est-ce qu'on se débrouille moins bien que les autres d'un point de vue économique? Donc, si même d'un point de vue économique, Macron, c'est pas un bon candidat, genre, je sais pas pourquoi c'est un bon candidat. Moi, je trouve pas son bilan si catastrophique que ça. Le taux de chômage pour les 18-24 ans, il est au plus bas qu'il n'a jamais été. La France, on a quand même un taux d'inflation qui est bas par rapport à l'Union européenne. Il y a plein de choses qui ont été mises en place. Il y a des emplois qui ont été créés. 40 milliards pour l'énergie. Bah d'accord, mais c'est pas avec un programme. C'est pas avec un programme avec moins 100 milliards de. Ouais, c'est une idéologie, toi, vu que c'est plutôt courant libéral, son bilan se va. Toi, tu fais ça un peu, mais tu vois, tu vas quand même voter Macron, donc toi aussi tu peux défendre. Parce que attends, t'as un peu oublié dans l'histoire, mais. Je vote Macron par le moins pire en fait. Je vote pas Macron pour son bilan et pour ce qu'il propose. Ouais. Pas trop d'écologie, non. Le fait qu'on se dirige vers 4 degrés, que ce sera des crises migratoires énormes et qu'on vivra des canicules tous les ans. C'est pas grave. Que le vivant est en train de s'éteindre. Évidemment, c'est un sujet qui est important, qui est beaucoup instrumentalisé, mais surtout qui intéresse les Français. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup, notamment dans le camp Mélenchon, qui se demandent lequel est le plus écolo entre Marine Le Pen et Macron pour pouvoir donner son vote. Moi, ma position à ce sujet-là, sur l'écologie, c'est que je trouve qu'on fait beaucoup de mouvements, on brasse de l'air, et notamment avec les éoliennes et puis le solaire. Toutes les entreprises sont super contentes de mettre une éolienne sur leur site web, machin. C'est du greenwashing. La vérité, c'est que l'éolien et le solaire, ça dégage beaucoup plus de CO2 dans l'atmosphère que le nucléaire. L'avenir, je pense, c'est ce que Mélenchon propose, c'est les éoliennes sous-marines, en fait, qui ça va détruire les fonds marins. Ouais, c'est clair. Et voilà, il n'y a aucune énergie qui est parfaite. L'énergie la plus parfaite aujourd'hui, parce que c'est celle qui coûte le moins cher, sur laquelle on est le plus souverain, et l'énergie la plus régulière, c'est le nucléaire. Et le discours qu'a eu Emmanuel Macron sur le nucléaire en disant qu'il voulait supprimer 14 réacteurs nucléaires d'ici 2035, qu'il voulait, et qu'il a fait, et qu'il a supprimé Fessenheim, qui était responsable de 2,5% de la production d'énergie française, et de supprimer tous les projets d'avenir du nucléaire avec le projet Astrid. Moi, voilà. Pour moi, l'écologie, c'est ça. Et donc, j'ai du mal à croire en un candidat écologique quand je regarde Macron. Il s'est prononcé sur le nombre de centrales nucléaires d'EPR qui voulaient ouvrir en France. Hein. Ça fait partie de son programme. Alors, ce qui est très rigolo, c'est que la France, les Français ont toujours été contre le nucléaire. À cause de tout ce qui s'est passé en Ukraine. Et peut-être par un manque de compréhension aussi. Et par manque de compréhension. 70% des Français pensent que le nucléaire dégage du CO2. Mais ce qui est rigolo, c'est que le mois même où il y a eu une étude qui a été faite et que les Français sont passés à 51% de pro-nucléaire, là Emmanuel Macron s'est dit une opportunité. Et là, il est passé pro-nucléaire. Et là, il a dit il faut 6 centrales nucléaires. Je pense que oui, Macron, il est complètement dans une idée de croissance, complètement libéraliste. Et que son discours écolo, c'est complètement pour prendre des voix, quoi. La décroissance, c'est essentiel pour qu'on consomme moins de pétrole, d'énergie, et qu'on puisse avoir un avenir qui soit serein, qu'on évite 4 degrés de réchauffement, qu'on n'ait pas des énormes crises migratoires, justement. Tu es au courant quand même que Marine Le Pen, notamment pour ce qui concerne l'environnement, l'écologie, veut quand même revenir à justement arrêter cette mondialisation complètement sauvage et à revenir à une consommation plus locale avec des circuits courts. En fait, pour moi, tu as 2 paradigmes différents. Tu as le paradigme qui est le tien et que je conçois totalement et qui en fait, on prône la décroissance, auquel cas, en fait, le nucléaire ou l'éolien ou en fait le gaz, peu importe la source d'énergie, c'est pas ça le problème. Le fond du problème, c'est qu'en fait, il y a de la croissance qui détruit la planète, tout simplement, qui fait du réchauffement climatique. Et tu as le paradigme qui est celui dans lequel on vit, qui est quand même un paradigme qui est régi par des règles économiques, et qui est le paradigme actuel. Je comprends pas ton truc de paradigme. Pour moi, c'est une réalité des limites planétaires qui font que l'économie va se contracter parce que le pétrole, on va avoir de plus en plus de mal à le forer, tu vois. Le rapport du GIEC, je l'ai lu comme toi, je sais exactement. Mais non, mais c'est pas ce que je dis, c'est qu'en gros, aujourd'hui, tu peux pas composer
et ignorer le fait qu'en fait, on est régi par des règles économiques, c'est tout. Et donc, pour ça, tu as besoin d'énergie. Et donc, pour faire de l'énergie, tu as besoin d'énergie qui est la moins décarbonée, donc le nucléaire. Moi, je dirais identité. Je dirais progrès, avenir. Le progrès. Ça fait 2 mots. Moi, je dirais progrès humain, écologie et cohérence. On pourrait dire qu'il a dit ça pour Macron au montage ou pas? Progrès humain, je suis pas sûr. Il y a un peu une différence. Une grosse Progrès économique, régulation. progrès humain. Grosse régulation. Et moi, en tant que pécréciste, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'avenir de la France et des Français. Sincérité, logique et pragmatisme.